Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Il n'y a plus de doute à se faire, c'est désormais confirmé, l'armée ougandaise est en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication, après avoir nié la présence des troupes ougandaises sur notre sol, a reconnu hier dans une conférence de presse que les Ougandais étaient chez nous. Est-ce la solution miracle pour lutter contre les ADF? On en parle. On reviendra également sur l'affaire Congo-Aldop et cette contre-offensive des Kabila. Les salons annoncent que l'ancien président de la République veut contre-attaquer par rapport à cette enquête. Kabila est-il véritablement le voleur qu'on a peint dans cette affaire des Congo-Aldop? On en parlera. On reviendra aussi sur d'autres questions importantes d'actualité dès lors. Un invité avec moi sur ce plateau pour débriefer ou pour parler de toutes ces questions-là, c'est Monsieur India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Oui, bonjour. Kabiliste patenté, kabiliste inné, kabiliste... tout ça c'est vous. Des souches. Je crois que tu es très à l'aise. Donc comment ça, très à l'aise? Je pose des questions. Non, mais je suis kabiliste des souches. En passant, je salue la Londoloise. La boutique La Londoloise, oui. Notre partenaire. Oui, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Oui. Allez donc, c'est La Londoloise. Vous avez vu les spots publicitaires. Des vestes un peu comme à la India, comme ça, un peu mieux que d'ailleurs. Mais tu es bien habillé quand même. Merci. Très bien habillé. Merci à la Londoloise. Il faut aller chez la Londoloise pour avoir... Non, ça, c'est pas la Londoloise qui vous habille. Mais ça commence bien quand tu ris. Hein? Ouais. Moi, j'aime bien parce que... J'aime bien quand tu es dans la gaieté, là on échange bien. Comment va Kabila, Joseph? Très requinqué. Il est où? Il est ici à Kinshasa dans Sintaba ou il est à Lubumbashi? Il est arrivé la semaine passée, il est à Lubumbashi, à Kundelungu. Beaucoup ont vu, c'est arrivé le même jour, dans la même ville, dans la même province avec Moïse Katumbi, comme un peu prophétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare entre Katumbi et Kabila? Est-ce que l'heure de fumer le calumet de la paix entre ces deux fils du Katanga est arrivée, selon vous? De nature, Kabila, c'est un homme pacifique. Un homme très pacifique. Un homme qui aime ses semblables. Et qui ne fait pas du mal. Est capable à se jeter dans les bras de tout le monde. Vous avez vu aujourd'hui, vous parlez même de père de la démocratie et de l'alternance pacifique. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est vous, les préférés. Vous dites vous, moi je n'ai jamais considéré Kabila comme père de la démocratie. Je ne dis pas ça. Je vous ai pas dans cette discussion. Dites-vous. Pardon, je réponds parce que vous dites que vous avez dit. Je n'ai jamais dit que Kabila était le père de la démocratie ou de l'alternance. Ben, écoutez, ça ne peut pas faire l'objet de notre discussion. Je salue le fait que Kabila a 46 ans militaire. Il a laissé le pouvoir à un civil. Mais c'est déjà... mais pour ça, aussi Mukendi est décédé, Thérèse Kapangala est décédée. C'est pas sur un plateau d'or que Kabila nous a donné l'alternance. Ce n'est pas pour ça que le général Delphin Kayimbi est mort, ce n'est pas pour ça que Jacques Ilunga est mort, ce n'est pas pour ça que, en fait, Tete Kabwe, les autres, qui, en fait, ils ne sont pas aussi plus importants que... nos amis de la Lucha, Filimbi, tout ça qui viennent de laisser leur peau. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais écoute... Si Rossi Mukendi est décédé du port de Kabila, ceux qui sont décédés aussi, il faut le mettre sur la tête de Tshisekedi, c'est ce que vous voulez dire? Non, moi, je ne suis pas dans... Je pose des questions. Non, moi, je ne suis pas dans l'insinuation. Non. Je ne suis pas dans les... Dites-le. En fait, non, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas juge. Soyez clair et soyez à l'aise. Vous avez des tribunaux populaires. Moi, je pose des questions, je ne suis pas un magistrat. Mais alors... Pourquoi vous affirmez que c'est Kabila? Quels sont les liens de causalité? Vous avez dit que Kabila était le père de l'alternance. Et vous avez dit que c'est moi qui ai dit ça. Mais vous aviez dit... J'ai dit non, je n'ai jamais considéré Kabila comme le père de la démocratie. Vous aviez dit que vous aviez applaudi les gestes de Kabila. Oui. Donc à 46 ans, Kabila a laissé militaire, il a laissé le pouvoir à un civil. Et pour ça, j'ai dit aussi, Mukendi, Thérèse Kamangal et les autres sont décédés. C'est vous qui faites des insinuations en sortant les Tété Kabois et les autres. Non, mais j'ai dit ceci, considérons les morts. Nous sommes africains. Ne faisons pas des connexions d'analyse par rapport à nos morts qui sont chers à nous-mêmes. Donc, faisons attention. Moi, je pensais que tu devais dire, au fait, tu devais tes souhaits là, peut-être rendre hommage à nos martyrs comme Lumumba, comme Laurent Kabila, comme les autres. Je peux encore dire que non, Papa Etienne Tshisekedi est mort aussi. Parce qu'il a fait quand même quelque chose comme opposant. Donc, voilà. Revenons à la question. Je posais la question de savoir si d'une certaine manière on peut rallier la présence de Kabila et de Katumbi à Lubumbashi. Est-ce qu'un rapprochement entre ces deux anciens ennemis est possible? Je ne suis pas à Lubumbashi. Je ne suis pas au fait porte-parole de Katumbi, que je salue en passant. Je suis je porte la voix de mon chef, qui est le président Kabila. Donc pose-moi les questions sur le président Kabila, je vous répondrai. Non, mais je pose la question sur Kabila. Oui. Beaucoup ont dit qu'il est arrivé dans la ville de Lubumbashi le même jour avec Katumbi. Ces deux personnes arrivent le même jour dans la même ville. Ça s'appelle les faits. C'est une réalité. Non, mais certains ont vu à ça comme si il y avait une possible réconciliation entre les deux. C'est la question que je pose. Mais ça, c'est une analyse de connexion qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils sont arrivés. Mais la question que nous devons nous poser tous, ils se sont rencontrés où? Dans quelles circonstances? Non, personne n'a dit qu'ils se sont. Oui, alors, en fait, mais les hommes politiques, nous disons toujours que nous, politologues, les alliances se font, se défont et se refondent. Donc, il faut laisser encore le temps, parce que le temps pourra nous aider à nous dire effectivement comment les choses vont être dynamiques, parce que la politique aussi a une dynamique au cours des événements. La politique nous envoie à comprendre beaucoup des événements tout au long du parcours. Revenons sur l'actualité politique. L'actualité, c'est finalement la confirmation de l'armée ougandaise sur le sol congolais. À l'heure où nous parlons, les Ougandais, les militaires ougandais sont véritablement chez nous. Ils ont bombardé avant-hier. Hier, ils sont rentrés pour faire des opérations que le ministre de la Communication appelle les opérations de fouilles, tralala. Est-ce que c'est la bonne recette? Est-ce que c'est la bonne solution que d'accepter que nos voisins ougandais rentrent chez nous pour traquer avec nos FARDC les forces négatives des ADF? Je continue encore à dire que non. Je pense que non. Votre ministre vous a amené la notion du cabinet conseil dans les ministères. Le ministre Patrick Bouyaya, il considère le ministère de la Communication comme un cabinet conseil. C'est-à-dire? En fait, j'étais estomaqué de voir qu'il est passé à la télévision pour me répondre. Oui, elle vous a répondu, vous, India. Je suis passé dans une émission de Kouzekissa, Jean-Louis France, Kouzekissa.
en affirmant effectivement que les militaires ougandais étaient, l'UPDF était sur notre sol. Il a voulu démentir pratiquement cette information, mais plus tard, ils se sont rendus compte que l'information était vraie. Et bien même lui-même a parlé de son mot habituel depuis un certain moment qu'il est au ministère. Il parle d'une narratif. Nouveau narratif. Toutes ces sorties médiatiques, ces nouvelles narratifs, tout ça, qui commence à poser un problème. Et je crois que c'est les conseils que je suis en train de donner. Si vous voulez voir la faiblesse d'un gouvernement de la République, c'est au niveau d'abord des affaires étrangères, c'est au niveau de la défense, c'est au niveau de la communication et au niveau des services des renseignements. C'est là où ce sont les signaux. Bon, on peut ajouter au niveau aussi du ministère de l'Environnement. Donc ce sont des éléments qui peuvent vous déterminer que non, ce gouvernement est très faible. Oui, c'est un ministre faible. Bon, je ne dis pas que Mouyaya personnellement et tout ça, mais j'ai dit il faut qu'il fasse très attention. Parce que déjà, sa crédibilité est mise en jeu par rapport à ce qu'il a donné comme information. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'opinion, c'est tout le monde. Il fallait regarder sur la toile. J'ai lu des choses, même des insanités, des gens qui profèrent des choses contre lui. Et moi-même, je me suis senti à un certain moment et il risque de terminer sa vie comme un de nos vieux. Non, un de nos vieux qui était là. C'est-à-dire que non, il est encore jeune, trop jeune. Il doit faire très attention. Et d'ailleurs, le domaine militaire, c'est un domaine de précision. La manière dont il est en train d'associer les militaires dans ces conférences, c'est dangereux. Dangereuse aussi. Ils doivent laisser les militaires faire leur travail. Parce que on est arrivé à un certain moment, les militaires sont en difficulté de venir au fait appuyer son argumentaire. Vous savez, je vais te dire une chose, qu'il n'y a aucune opération qui se fait sans l'étude du milieu. Et s'il faut recourir vers l'histoire, l'ancienne histoire de la partie de la zone, donc on appelle la géographie militaire, l'armée ougandaise, les officiers ougandais sont toujours, circulent dans cette partie septentrionale, circulent toujours. Rappelez-vous à un certain moment où, avec l'histoire des rapports mapping, qui a amené à ce que la Cour internationale de justice arrive à condamner l'Ouganda. C'est à cause de l'exploitation de l'or et du diamant et du bois. Parce que j'ai eu quand même la chance, dans les temps, de piloter ou de diriger les aires protégées, donc les réseaux des aires protégées de la République démocratique du Congo. Je connais bien... À l'époque où vous étiez directeur général adjoint de l'ICC. Oui, je connais bien la partie. Et je sais comment les choses évoluent. Revenons à la question. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée que d'inviter l'armée ougandaise à venir chez nous pour traquer ensemble avec nos FARDC les rebelles des ADF? Je vais appuyer mon argumentaire sur la citation de Museveni, le président Museveni lui-même, qui parle de sida politique, qui est le fait d'appeler les armées dans un État, ça peut même au fait diminuer l'intensité de notre armée, c'est-à-dire, lui il a parlé même de diminuer nos capacités immunitaires, c'est-à-dire nos défenses immunitaires. C'est-à-dire que non, ça a même compliqué la situation. Regardons s'il faut aller faire les analyses. Tous les pays, les États, qui ont fait appel aux interventions militaires étrangères, comme Irak, comme Afghanistan, comme Syrie, comme Liban, comme au fait, bon,
comme les Kosovo, tout ça, vous connaissez l'histoire, comme les Mali, comme au fait récent cas, c'est la République centrafricaine. Donc, on peut même s'appuyer aujourd'hui sur les cas de la République centrafricaine. Donc, nous sommes aujourd'hui, la RSA est affaiblie aujourd'hui. L'État est affaibli aujourd'hui grâce à l'intervention des troupes étrangères. Et nous devons, moi, j'ai dit, quand j'ai lu, par exemple, l'article 213 de la Constitution de notre pays, qui dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais notre accord, parce qu'en pratique diplomatique, il y a deux formes de signer l'accord. On peut signer l'accord sous forme classifiée et sous forme classique. Bon, sous forme classifiée, le président n'appelle pas, on n'appelle pas au préalable l'avis de l'Assemblée nationale, au fait l'avis du Parlement. Mais sous forme classifiée et classique, on fait appel. Il faut que les documents arrivent. Mais je crois que non, cet accord a été signé sous forme classifiée, comme c'était le cas à l'époque avec président Kabila qui avait signé un accord classifié sous forme pratiquement simplifiée, qui a fait à ce que les troupes rwandaises sont entrées pour casser la Libye du phénomène ou des fonds de commerce du Rwanda qui disaient que non, les Congolais hébergeaient les FDLR. Ils sont arrivés ici, on les a vus, jusqu'à tel point que non, ils ont fait les opérations, mais par après, ils ont commencé à entrer dans l'exploitation des mines. Ce qui a énervé le président Kabila, tout en renvoyant les troupes rwandaises chez eux. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? C'est une mauvaise décision. On ne devait pas permettre aux Ougandais d'entrer chez eux. Je crois que non, cette décision n'a pas été mûrie. Elle est dangereuse même. Elle peut mettre le pays dans une situation de risque, d'une situation même de balkanisation. C'est pour cela que j'ai même placé la problématique du Kosovo, que nous appelons la balkanisation. Parce que les mots balkanisation viennent de ces phénomènes de l'histoire du Kosovo. Donc, je ne vais pas trop entrer dans cette histoire des relations internationales pour ne pas perdre les gens. Mais je trouve que c'est dangereux. Regarde, aujourd'hui, je suis un peu éclairé de voir que les chars de combat qui sont pilonnés aujourd'hui, notre armée détienne ça. La MONUSCO détient aussi les chars de combat. Les drones, à un certain moment, on a fait trop de bruit avec la MONUSCO sur les drones. Mais on nous a semblé dire que l'armée, donc l'IPDF, a pilonné pratiquement les cinq sites à partir de l'Ouganda. Donc, et je me disais que non, tous ces jours ici, quand MONUSCO était en train de faire des bruits, qu'il avait des drones, qu'il était en possession de drones, pourquoi on n'avait pas vu ces 5 sites-là qui étaient figurés dans cette partie? Je retrouve que non, regarde, on a fait ces opérations hier, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a appris que non, ces gens-là sont encore en train de continuer les mêmes, en fait, qui continuent encore à tuer les gens. Je me pose la question, en regardant l'histoire, je me dis, d'abord c'était les Nalou qui sont arrivés en République démocratique du Congo en 1985. Et l'ADEF est arrivé, la nébuleuse, ADEF est arrivé en République démocratique du Congo en 1995. Et puis plus tard, ils ont fait une jonction. C'était avant même l'AFDEL. Donc cette nébuleuse-là n'a pas commencé avec les deux présidents Kabila. C'était une histoire de Mobutu d'abord. Lorsque le président ougandais a pris le pouvoir, les amis de Mobutu, les amis vous savez, Mobutu avait hébergé Idi Amin, c'est une longue histoire, et
on a préféré accueillir les 500 ADF dans notre territoire à la frontière, avec l'appui. La même histoire que nous avons commis avec l'opération turquoise, lorsque Kengo Adondo avait refusé à Mobutu de pouvoir installer les intérieurs au niveau de la frontière, nous l'avons connu avant avec les pouvoirs de Mobutu. On a installé les ADF par Mobutu en 1995 dans cette partie-là. Et il ne faisait qu'exploiter les bois. Nos bois là, c'est parce que c'est une forêt, c'est une forêt même dense, qui fait à ce qu'aujourd'hui les autorités militaires ougandaises exploitent la forêt. Donc, je me pose beaucoup de questions. Nous sommes arrivés à un nombre de 500 qui s'est multiplié, qui est arrivé chez nous en 1995, qui se retrouve gonflé en 1998 en 1500. Quand nous avons fait des travaux à l'époque avec le président Kabila Joseph en 2005, nous avons réduit la capacité de nuisance de cette force jusqu'à 480. Avec l'évolution en 2012, on a anéanti presque, rappelez-vous de l'histoire du général Etumba à l'époque, on a mis cette armée en débandade et là, certains des ADF, en pilonnant pratiquement toute cette partie, il y a une partie des montagnes, ces gens-là se sont retrouvés, rappelez-vous, se sont retrouvés même en République centrafricaine. Donc les ADF, certains. Il y a d'autres qui se sont croisés, qui se sont infiltrés dans les Mbororo. Il y a les autres qui ont commencé à devenir des exploitants artisanaux dans les minéraux, dans les carrés miniers des officiers ougandais. Donc, c'est de l'histoire. Mais comment se fait-il que des gens qui étaient déjà anéantis, et certains étaient même des coupeurs de route, je rappelle encore vers 2012, le phénomène 2014, le phénomène des coupeurs de route dans cette partie. C'est avec les ADF qui se sont plus tard reconstitués grâce à la naïveté de certains compatriotes congolais qui se sont joints à eux, en les manipulant, parce que qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Rappelez-vous que cette partie, c'est une partie un peu, je peux dire, comme terre d'Éden, des jardins d'Éden. Donc il y a tout. C'est une partie aussi du parc de Virunga. Et une autre partie, parce que les opérations là se font où? Se font dans le parc de Virunga, dans la réserve de faune à Okapi, à Ipulu, et dans une partie de l'Ituri. Donc vous allez jusqu'à Nganganabodio, donc un autre domaine de chasse de Nganganabodio. Donc, pourquoi ces groupes armés évoluent sur pratiquement ces terrains? Ici, je vous parle comme un expert des parcs nationaux. Pourquoi? Parce que c'est dans les parcs où il y a des animaux, donc la biodiversité, ils ont la facilité de nourrir leurs troupes avec le braconnage. Donc ils peuvent abattre les bois pour chauffer la nourriture. Ils peuvent aussi obtenir pratiquement la viande d'éléphant et vendre aussi les ivoires pour bénéficier par exemple de troc en termes de vente ivoire, et on obtient en retour pratiquement les armes. Tu vois? Et cette zone-là, comme l'Ouganda, en Afrique centrale, c'est le seul pays qui fabrique et qui monte les armes. Vous remarquerez que non, la plupart des armes qui circulent, des armes chinoises, des armes russes et les autres, circulent sur cette partie-là. Et il y a un exercice de vente de Médine, une ville qui n'a jamais été contrôlée, c'est-à-dire une cité où il y a même une reine qui évolue là-bas, Canada, et toute cette partie jusqu'à Nobili. Cette partie est un peu... c'est-à-dire notre gouvernement ne la contrôle pas. On fait de la géographie indienne. Oui. Revenons en politique. Vous êtes contre la présence de l'armée ougandaise. Mouyaya nous a dit que gouverner, c'est faire des choix et les assumer. Il faut leur donner le temps et les juger vers la fin. Les gouverner, c'est aussi préparer.
planifiée. Vous pensez que l'opération n'a pas été planifiée? Ben, écoutez, d'abord, vous savez, en matière des forces armées ou en matière de la défense ou stratégie, on va vers des principes, en quelque sorte. Il y a la menace et il y a aussi la pression. En physique, pression signifie quoi? Pression signifie la force divisée sur la surface. Imaginez aujourd'hui, nous avions 16 pays, 16 États en présence sur cette zone. 16 États, plus les groupes armés, plus les gouverneurs militaires, avec des gens qui l'entourent, avec son administration. Nous avons la zone de défense. Nous avons la région militaire. Nous avons l'opération Sokola. Nous avions les régiments. Donc, il y a multiplicité de commandements. C'est-à-dire, en principe, dans le cas des éléments de manœuvre, les renseignements devaient précéder. C'est-à-dire, pour permettre à ce qu'il y ait unicité sous les opérations. Nous avons aussi la MONUSCO. On parle de la MONUSCO aussi. Vous pensez qu'il n'y a pas unicité de commandement? Non, mais j'ai... Oui, Yaya nous a dit qu'il y a deux endroits. Il y a une unité de commandement chez nous, en RDC. Il y en a une autre, je crois qu'il a cité le nom de Bidoua, je crois, en Ouganda, où nous avons aussi nos officiers de renseignement, où nous avons nos officiers là-bas. Il y a deux unités de commandement. Une installée chez nous, l'autre en Ouganda. Il nous a rassuré que l'opération était bien préparée. Quand on est kabiliste et qu'on a fait rentrer ici l'armée rwandaise dans le pays, sans l'aval du Parlement, sans informer le Parlement, Kamere a haussé les tons, vous l'avez chassé du perchoir, est-ce qu'on a des leçons à donner aux gens? Non. Kabila a fait rentrer les Rwandais ici chez nous avec l'opération Mojawet ou non? Attention, attention. Je ne dis pas que le président n'avait pas les pouvoirs sur de signer un accord simplifié. Non, c'est dans ses limites de pouvoir. Vous savez, même si nous sommes un pays primo-ministériel, un régime primo-ministériel, mais à un certain moment, c'est un domaine de la défense, un domaine de collaboration entre le gouvernement de la République et le président de la République. Le président de la République a droit de faire un accord, de signer un accord simplifié. C'est dans la pratique diplomatique. Mais quand il signe un accord simplifié, cet accord doit être connu au Parlement. C'est juste, quand il a signé comme ça, il doit informer le Parlement. Kabila ne l'a pas fait, Kabila ne l'a pas fait, ne donnez pas d'élection à Tshisekedi. Non, non. Quand Kamere a tenté de vous réprimander, vous l'avez chassé. Je vais vous dire le pourquoi. Kamere a dit au préalable, c'est-à-dire, il a parlé plus sur l'accord classique. Je comprends bien, il est économiste. Il n'a pas beaucoup d'atouts pour comprendre ça. On le dit, c'est en aval. Ce n'est pas en amont. Ce n'est pas quand il signe qu'il doit au préalable présenter, avant de signer, aller au Parlement. Non. Dans l'accord simplifié, on informe après la signature. Kabila a informé le Parlement après. Mais Kamere voulait, avant que cette signature, comme il était député du Nord et du Kivu, il a fallu que la discussion se fasse au Parlement. Or, dans les droits diplomatiques, ça ne se fait pas comme ça pour un accord sous forme simplifiée. Le président signe, parce que qu'est-ce qu'on dit dans la Constitution? Kamere peut lire avec ces gens. La Constitution dit que non, le président négocie, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc vous ne reprochez pas à Tshisekedi le fait de les faire? Non, je ne reproche pas à Tshisekedi, au président Tshisekedi. Non, mais vous trouvez que c'est inopportune, vous trouvez que ça n'aide pas, ça ne fait pas avancer. Non, j'ai dit ceci. Il a bien fait. Il peut prendre toute décision en matière, dans les domaines de collaboration. Il peut prendre toutes les décisions. Mais il prend une décision, il signe, mais il doit informer le Parlement. C'est-à-dire, aujourd'hui, en principe, tu vois les discussions qui sont en train de se passer en Ouganda, devaient se passer chez nous. En principe, au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il devait y avoir une discussion. Le président de la République devait déposer cet accord simplifié
pour qu'on en débatte au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Kabila ne l'a pas fait, ne reproche pas ça. Kabila n'a jamais déposé des accords simplifiés. Attendez. Mais attends. Kabila n'a jamais déposé. Non, mais je sais pas fait. Non, écoutez. Vous êtes en train de faire quelque chose que nous, scientifiques, nous disons, quand on est ignorant, bon, je m'excuse, hein, l'ignorance peut vous amener à aller vers. Il faut aller demander au président Bouchab. Il va vous dire que non, cet accord existe au Parlement. Ça n'a jamais été débattu. Mais si ça n'a jamais été débattu, ce n'est pas la faute de Kabila. Ça n'a jamais été débattu. Non, attendez. Attendez, Kabila, juste après. Est-ce que vous rappelez-vous que Kabila avait même consulté le deux présidents des deux chambres. Malgré que Kamere avait résisté à ça. Mais Kabila avait, avant de prendre l'initiative, Kabila avait même informé. Il avait informé Ekengo et Kamere. Mais Kamere, comme il était député, il a trouvé que non, cette affaire, cette décision-là ne valait pas la peine. Il fallait qu'on en discute au niveau de la chambre avant de la signer. C'est ça le problème. Or, c'est un accord simplifié. Aujourd'hui, signer un accord simplifié, comme le président Fatih vient de le faire, ce n'est pas un problème. Mais nous voulons pour que toi, population, tu aies l'information de ce qui se passe. On a signé cet accord. Quels sont les enjeux de cet accord-là? Nous avons besoin de ça. Regardez par exemple. J'ai posé la question hier à Mouyaïa. Excusez, la durée des opérations. C'est pour combien de temps? L'effectif, l'armement qu'on vient d'acheter. On doit savoir pourquoi. J'ai posé. Excusez-moi de te donner l'information. J'ai posé cette question-là hier à Mouyaïa pour dire que la durée, les effectifs qui sont là, c'est pour combien de temps, les objectifs principaux de cette affaire. Il a dit que ça relève des secrets de défense, même au Parlement, on ne peut pas donner des informations liées aux secrets de défense. Mais écoutez, Mouyaïa a dit ça hier. Écoutez, j'étais à la conférence de presse, c'est moi qui ai posé la question. Il a dit que ça relève du secret. Écoutez, nous avions des commissions au niveau de nos chambres, des chambres, qui sont ce qui se passe dans tout le monde. Il y a secret de défense, mais une commission, par exemple, de la défense, doit être mise à contribution. Vous savez, aujourd'hui, regarde aujourd'hui, au même moment, il y a les opérations, le ministre de la Défense est là-bas, avec les députés, en train de faire l'évaluation sur l'état des sièges. Au même moment, nous sommes en train de parler. La MONUSCO dit que non, il ne participera pas à cette opération. Tu es au courant que la MONUSCO a dit que non, il ne participera, il refuse de participer à cette opération. Maintenant, regarde ces forces en présence. Ça fait une pression sur une petite terre. Vous remplissez, on ne sait pas l'effectif aujourd'hui est à combien. Ça peut aussi déranger, même les contrats. C'est comme dans cette chambre, dans ce plateau ici. Nous avions, par exemple, 200 personnes. Mais ça peut asphyxier. Répondez-moi clairement. Là, on est en train de tourner. Qu'est-ce qui vous gêne par la présence des Ougandais? Vous pensez quoi? Qu'ils vont violer chez nous, qu'ils vont piller? Première question. Je vous en donne une deuxième. Les Tshisekédistes et ceux qui soutiennent le régime disent de vous que vous critiquez sans apporter la solution. Eux, ils estiment qu'aujourd'hui, pour arrêter les massacres des ADF, il faut convoler annonce avec les Ougandais et faire une opération. Quelle est la recette magique pour vous? Parce que la situation ici, Kabila l'a laissé. Kabila n'a pas réussi à éteindre la menace ADF. Je répète mes questions. Première question. Pourquoi la présence des Ougandais vous gêne? Clairement, pas dans la géographie. Allons direct. Question directe. Deuxième élément, quelle solution? J'avais déjà donné une réponse ici, mais par rapport, peut-être nous tous nous étions distraits. Je vous ai dit, excusez, que cette partie a toujours été un champ d'exploitation. D'ailleurs, c'est même la cause de la première guerre. Donc vous craignez quoi? Que les Ougandais viennent piller nos ressources? Mais cette guerre que nous sommes en train de vivre dans ce pays, même avec... c'est la guerre exogène, c'est la guerre économique. Toute guerre, opération militaire, est économique d'abord. Sachez que non, l'Ouganda n'est pas venu par les beaux yeux de M. Pero Luara. Il est venu pour ses intérêts. Ce que vous appelez la mutualisation doit avoir un objectif. Parce que l'objectif, vous avez posé la question à Mouyaïa. Mouyaïa n'a pas su vous répondre pourquoi. Parce qu'il ne connaît pas les objectifs de la guerre. Or, nous pouvons avoir l'objectif d'anéantir les ADF
Mais un autre objectif. Parce que rappelez-vous, avec les rapports mapping, mais tous ces généraux, y compris le fils, a été cité dans ces rapports. Le fils qui est en train de diriger les opérations a un rapport. Est-ce que vous êtes sans oublier que nous avons un problème pendant qui a même bloqué la construction de la route de Bunagana? C'est que on ne sait pas si effectivement dans cet accord on a signé l'accord sur l'exploitation des diamants qui avait à un certain moment qui nous a mis en difficulté avec l'Ouganda. Tu vois? Et juste après, les Rwandais est venu signer les accords avec nous. La question, notre inquiétude, c'est quoi, chers frères? Nous ne voulons pas revivre l'affaire de Kisangani. C'est d'abord un comme élément. Parce que, rappelez-vous, aujourd'hui matin, je suis en train de suivre, d'abord hier, j'ai suivi une guerre entre Peter Pan et l'ambassadeur chinois. Donc, attention à ce que cette partie soit un théâtre des opérations de puissance. Vous savez, nous avons l'Exim Bank. L'Ouganda se présente comme un commissionnaire. L'État ougandais se présente toujours comme un commissionnaire pour avoir des projets afin de financer les travaux en République démocratique du Congo. Ça, peut-être vous n'avez pas cet élément-là. Je me pose la question. Aujourd'hui, l'arrivée de l'Ouganda commence à poser des inquiétudes aux troupes rwandaises. Un jour, il peut être possible que on se réveille le matin, nous retrouvons sur notre sol, comme on a vu il y a quelques semaines, l'arrivée des troupes rwandaises. Qu'est-ce qui va arriver sur le terrain? C'est ça notre inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver sur le terrain? Les deux armées. Or, les Rwandais et l'Ouganda se soupçonnent mutuellement. Pour l'Ouganda, les Rwandais font des menaces avec leurs anciens, certains Ougandais, certains officiels ougandais pour faire un coup de force en Ouganda. Et pour les Rwandais, ils voient la possibilité, en faisant cette route-là, l'Ouganda peut permettre un couloir des FDLR qui vont quitter dans la zone d'Entoto vers le Rwanda et attaquer pratiquement les Rwandais. Parce qu'il y a eu plusieurs incursions dans ce sens. Donc, réfléchissons sur cet aspect des choses. Si on est stratégique, il faut informer le président de la République par rapport à cette situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Ça risque de se créer comme un désordre. Regardez vous-même, Mouyaya vous dit que non, il y a un commandement qui est en Ouganda et un autre commandement qui est en RDC. Mais c'est encore un désordre. Un commandement a toujours été unique. Et c'est comme ça que nous, dans l'histoire des armées, on appelle, par exemple, chef d'état-major général des armées. C'est l'unicité du commandement. C'est comme aujourd'hui chez nous. Mais celui qui va commander, c'est le commandant suprême. C'est le seul. On ne peut pas avoir une opération qui se fait dans notre territoire, qui se fait en Ouganda, et une autre opération qui se fait chez nous, sur notre sol. C'est un désordre. Voilà la situation que notre pays est en train de présenter. Et nous, à notre qualité de chercheurs, nous sommes en train d'alerter pratiquement nos autorités de faire attention par rapport à ça et de mieux clarifier les choses. Et la bonne formule, qu'est-ce qu'on devait faire? Là, vous dites vos inquiétudes. Bon, et la proposition. Je pense que non, il faut appuyer notre armée. C'est-à-dire la réussite de ce qui doit se passer de l'autre côté dépend de notre capacité d'offensive ou de défensive. C'est-à-dire aujourd'hui, les mêmes chars qui sont utilisés par les Ougandais aujourd'hui, nous en avons. Les mêmes drones, nous en avons. Et d'ailleurs, c'est l'unique occasion aujourd'hui de chasser même la MONUSCO. Parce que c'est une armée de trop. C'est une armée de trop. Regardez la concentration. Je vous ai parlé ici de la physique, la notion de physique. Là, on concentre les armées dans cette partie.
C'est la même erreur qu'avaient commis les Français en République centrafricaine. Au moment où nous avons alerté à cette période. Et je demande même à Patrick Mouyaya, c'est le moment, faisons comme ça se fait en Europe. Pendant cette période ici, il doit ouvrir au niveau de la RTNC un plateau de spécialistes qui viennent pour accompagner ce qui se passe au nord. Parce que la population doit être informée à temps réel de tout ce qui se passe. Et on doit appuyer, la population doit appuyer nos forces dans les renseignements, par exemple, pour permettre à ce que nous puissions gagner la guerre. Rappelez-vous, mon cher frère, la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous l'avons vécu à l'époque de l'état de siège. Rappelez-vous, quand nos armées, nos troupes sont arrivées à Beni, on frappait les ADF et ils les ont pris dans les quilles de sac. Et qu'est-ce que les ADF ont fait? Ils se sont retirés dans la forêt pendant un certain moment. Et après, ils sont revenus en force. Pour faire encore plus. Bon, regardez aujourd'hui, quand je te demande la planification c'est pour que ces opérations-là arrivent dans le temps réel. C'est secret défense, oui, il a dit tout ça, c'est des secrets défense. Bon, écoutez, je ne sais pas, écoutez, aujourd'hui, Mouyaya doit apprendre que non, il y a une guerre psychologique, qui est même plus que, c'est une guerre asymétrique. Vous savez, nous avons des ministres qui ne veulent pas apprendre. C'est ça le problème dans notre pays. Nous avons des ministres, quand ils arrivent, bon, ils ne sont jamais en contact avec les experts, ils n'ont jamais été en contact avec les services de renseignement. Ils sont là, ils arrivent à la télévision, ils parlent de leur vie. Parfois, ils sous-estiment les gens qui ont de la matière. Allez, on va prendre... On sous-estime les gens qui ont, peut-être, parce qu'en matière de renseignement, les renseignements se payent. Tout est utile aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. On a fait des choses, on devait faire appel, par exemple, parce que c'est une histoire de la nation. On devait faire appel aux anciens présidents de la République, avant de procéder à ça, pour émettre leurs avis. On devait faire appel aux anciens chefs d'état-major, comme Liwanga, comme Toumba, comme, en fait, tous. Dans une salle d'opération, ils sont là, ils sont en train de mettre leur ingéniosité par rapport, parce que l'armée c'est la précision. On devait faire appel aux chefs de renseignement, par exemple, tous les anciens chefs de renseignement militaires. On devait faire appel, par exemple, à tous les anciens chefs, par exemple, des renseignements généraux. Et appeler les grands professeurs d'université en matière de la géostratégie pour émettre les avis. Voilà pourquoi, à notre époque, nous avons créé TSD. C'était pour mettre les professeurs dans ces domaines, mettre ces professeurs à niveau. Allez, India, on va prendre, oui. on va continuer l'émission. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, notre invité, c'est monsieur India Omari, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, membre du FCC. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité dans le pays. India, on est à la 45e minute, je ne me suis même pas rendu compte. On va quand même prendre en quelques minutes Congo Aldop. Un consortium de journalistes a publié un rapport dans lequel Kabila et son entourage sont mis en cause, notamment avec des opérations mafieuses qui partent de la banque centrale vers la banque BGC pour atterrir finalement au niveau d'une société écran qui s'appelle Sud Oil, appartenant aux frères adoptifs de Kabila. Tout ça, ça amène quand même vers la tête de Kabila. Vous contestez, mais les preuves sont là, les éléments sont là. On parle des 3,5 millions de documents qui ont fuité à partir de la banque BGFI. Ben, écoutez, pour ta petite histoire, je viens de suivre une vidéo que j'ai visualisée de M. Alinguetti, qui est dans l'IGF, qui a dit, il a fait appel à ses presses et ses ONG, c'est lui qui a donné les informations à ces ONG. Il faut que la communauté nationale et internationale sache que c'est lui qui a donné les informations. Mais il regrette pourquoi on a extrapolé les informations venant de lui. Donc c'est supposé que les 3 500 000 enveloppes ou dossiers qui sont partis, c'est lui qui était... en fait, la question que nous sommes en train de se poser au niveau, à notre niveau, c'est que
Qui a donné? Parce que nous nous rendons compte, nous venons de lire, le procureur général Mokolo a adressé un courrier au Sénat en citant, en considérant Alinguetti comme officier de police judiciaire. Il a bien doigté comme officier de police judiciaire. Or, en principe, un officier de police judiciaire, c'est un auxiliaire de la justice. Quand une affaire est en pleine audition, les secrets... En cours d'instruction. En cours d'instruction, les secrets est gardé. On se pose la question. Alinguetti est pratiquement assujetti ou dépend du président de la République. Qui a donné l'information, qui a donné l'autorisation à Alinguetti de donner à Sonia Orolé et à ses ONG et ses organes de presse? C'est la première question qu'on se pose. Si Alinguetti n'a pas eu l'autorisation du président de la République, donc Alinguetti a fait la trahison. Il a trahi le pays. Parce que ce sont des documents classifiés et qui viennent de la banque. Alinguetti a mis ça, il a vendu le pays. Ça c'est première. Donc Alinguetti peut être arrêté automatiquement. C'est la haute trahison que Alinguetti vient de faire. Deuxièmement, Alinguetti dit quoi? Il dit, écoutez, il regrette avec les médias occidentaux qui extrapolent, et puis il dédouane Kabila. Il dit, il a mené ses enquêtes, Kabila n'est pas là. N'a jamais été, ni la famille, ni sa famille, quand on a parlé du clan. Donc, Alinguetti devient le premier suspect. Il doit être poursuivi. Vous voyez? Parce que, même en termes d'imputation dommageable, ça commence à poser un problème. Donc, l'affaire devient de plus en plus grave sur ce plan. Et de l'autre côté, le président de la République va poser à Alinguetti pourquoi, qui vous a demandé de mettre les informations essentielles qui a trait à la vie d'une nation aux médias occidentaux. Or, toi, tu dépends de moi. Ce rapport-là est destiné à moi. Pourquoi vous avez divulgué ce rapport avant que je sois informé? Voilà la question qui se pose à ce niveau. Mais aujourd'hui, après, c'est Alinguetti qui a livré les informations. C'est même Alinguetti qui vient de dédouaner Kabila et sa famille. Et même égal, la société égale. Mais, quel est le problème encore de Kabila dans votre dossier? C'est que vous avez les phénomènes hold-up, braquage de la banque. Kabila est où là-dedans? Dans cette affaire. Voilà comment vous êtes en train de travailler. On a dit une fois ici, dans votre média, que Alinguetti fasse attention dans les médias. Je sais qu'il y a un problème de communication, mais il doit faire attention par rapport aux actes qu'il est en train de prendre. Un auditeur ou un inspecteur des finances a une déontologie qu'il doit suivre. Ce n'est pas aller aux médias. Il a livré Kabila à l'opprobre. C'est une nuisance. Il a préféré qu'on nuise à la vie de Kabila. Or, Kabila est président de la République honoraire. C'est même outragé à sa personne. C'est outragé. Nous sommes en train de voir, dans la mesure du possible, comment engager. Parce qu'on doit réhabiliter, il faut qu'on réhabilite la personnalité de cet homme-là par rapport à ce genre de pratiques qui commencent à faire pour vous, surface. Le responsable de tout ça, c'est Jules Alinguetti. Mais il a accepté dans une vidéo que non, celui que ces médias-là sachent que non, beaucoup d'informations qu'ils détiennent, c'est moi, Alinguetti, qui les a livrés à eux. Donc les metteurs en scène de ça contre Kabila, c'est Alinguetti. J'ai dit ceci. Non, moi j'ai dit ceci. J'ai dit par rapport à ce qu'il a dit. Vous visualisez la vidéo. Tu sais, la vidéo avec Alain Foka. D'ailleurs, il a commis beaucoup de... Vous savez, dans la communication, il a commis beaucoup d'erreurs. Il a commencé d'abord... Vous savez, si Deo Mutombo, un jour, pourrait se fâcher, il peut porter plainte contre Alinguetti, même après ce régime. Parce qu'il a dit même la Banque mondiale, d'après les indiscrétions, tu vois, il ne voulait pas de Deo Mutombo, tout ça. Mais là, il a commis première erreur.
avec Boisbouvier, qui l'a même ramassé. Deuxième erreur, c'est avec Alain Focard, du début jusqu'à la fin. Des erreurs de communication. Et qui peuvent aujourd'hui amener Alinguetti, même à la démission. Vous savez, avec cette histoire ici, qu'est-ce qui va arriver demain? Mais il doit faire très attention. Kabila et Tshisekedi ne sont pas des amis, et ne sont pas des ennemis. Ils sont politiques. Ils sont politiques. Mais lui vient, il arrive à faire ça. Vous savez que ça commence. Nous sommes en train d'aller, regarde comme les dossiers actuels, les dossiers. Nous avons dit, Dieu merci aujourd'hui, parce que Alinguetti lui-même dit que non, il n'y a pas de preuve. On a vu aucun fait à mettre en charge pour Kabila et sa famille. Et même la société égale. Tu vois? Mais il dit que c'est lui qui a informé ces médias. Parce que les médias là, lorsqu'il y aura des confrontations, les médias diront, ils ont eu en fait, toutes ces 3 millions, c'est pas 3 millions, 3,5 millions. Millions de documents. Et l'État congolais aujourd'hui va poser la question aussi. Pourquoi les documents classifiés, surtout les documents de la banque, sont arrivés dans les mains des ONG? Comment? Vous savez, c'est du genre l'affaire de Wikileaks aux États-Unis. Donc, il doit faire attention. Kabila est dans une vitesse actuellement. C'est comme ça que tu as dit ici que non. Depuis hier, nous sommes en train de voir comment formuler en fait notre inquiétude. C'est-à-dire que non, on doit nous réparer, on doit réparer par rapport au préjudice. Donc Kabila va porter plainte. J'ai dit ceci, nous sommes en train d'entrevoir des mécanismes pour la réparation. Vous allez porter plainte contre Alinguetti? J'ai dit ceci, nous n'avons pas cité les noms des gens, nous sommes en train de voir. Les mécanismes pour réparer cette situation, qu'on répare les préjudices. Donc Kabila n'a pas volé les 138 millions de dollars qu'on lui impute là? J'ai dit ceci, mais posez la question à la personne qui a livré l'information. C'est noir sur blanc, là, cette vidéo nous parle clairement que non, il a livré l'information et effectivement par après il dit que non, bon, écoutez, je n'ai jamais ils sont allés c'est-à-dire à l'extrême pour attaquer Kabila, qui n'est ni de près ni de loin dans cette affaire de hold-up. C'est lui-même, ça vient, c'est ses paroles. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Cher ami, cette affaire-là de commencer à livrer les secrets d'État partout, au lieu de procéder par des canaux de la justice, ça va nous créer des problèmes. Vous savez, nous avons un problème aujourd'hui, des révélations accablantes sur les 16 camions à Colosie. Ils ont fait quoi ces camions-là? On a arrêté, c'est une fraude. À un certain moment, les mêmes IGF avaient dit que non, désormais, il n'y aura plus de fraude. Vous savez, les camions de ces minéraux. Mais écoutez, nous sommes en train de suivre cette rumeur, ces informations par-ci, par-là, par vous journalistes. Et on a suivi encore le ministre de l'Intérieur du Lulalaba, qui était au four et au moulin dans une, en fait, un reportage. Et nous pensons que les services et les autres et les parquets sont là-dedans pour nous épargner de cette difficulté qui peut éclabousser les pays. Laquelle? C'est l'arrestation de 16 camions à Colosie, des minéraux. On doit savoir. Parce qu'on nous a parlé ici. Vous voyez cette politique-là d'aller dans les médias. Tout maintenant aujourd'hui. Regardez tout aujourd'hui. On ne sait plus qui peut être en possession de quoi, de quel document. Mais c'est un peu... Nous, on n'a pas évolué comme ça. Hein. Ça, ce n'est pas de la transparence. Ça, on est en train d'amener les pays aujourd'hui dans les désordres. J'appelle. Tu connais les propriétaires de ces camions-là, c'était qui? Mais ceux qui livrent les informations doivent savoir. Vous connaissez pas? Moi, je ne connais pas.
je ne vais pas citer au hasard, il fallait que la justice nous dise effectivement qui est le propriétaire et ces camions sont bloqués où et qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut qu'on sache. Nous, il y a à peine une autre information où il y avait ce scandale au ministère des Finances. Donc, regardez avec toutes ces informations et ces révélations se passent au cours de ces régimes. Au cours de ces régimes, on nous a dit, on nous a attribué que nous sommes des voleurs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais regardez ce qui se passe. Mais je pense, pour des besoins de moralité, on doit essayer de séparer la presse et l'administration. Vous dites que non, la presse est le quatrième pouvoir. Mais la presse aujourd'hui est même le premier pouvoir en RDC parce que c'est infiltré même dans l'administration. Et quand la presse arrive dans l'administration, l'administration elle est vide. L'administration doit être une administration conflictuelle comme nous sommes en train de vivre. On va assister à des méfiances. Et quand on assiste à des méfiances, mais le travail est amoindri. Même la productivité devient faible. Il y aura inactivité. Même la mobilisation des recettes n'aura pas les droits d'être. On conseille. Nous pensons que notre chef, le président de la République, est presque seul. Il peut avoir de bonnes initiatives. Mais quelque part, les gens l'embrigadent, les gens amènent tout le monde à devenir plus puissant. Et il y a même des alligators dans ce pays aujourd'hui qui n'ont rien de compte à rendre à personne. Voilà les faits, les genres de faits qui démontrent que non, M. Alinguetti n'a de compte à rendre à personne. Comment il va livrer les informations de l'État à des presses étrangères? Et les presses étrangères manipulent ces informations pour nuire à nos dirigeants. À l'époque de Kabila, il y avait aussi des alligators, les Katumba Moins qui ont les appelés. Non, mais c'est pas par Katumba Moins qui attention. Il y avait les Calais, il y avait les Jeannette Kabila ici devant qui personne n'est parlé. Arrêtez ça. Vous êtes vu avec... non, vous n'avez jamais vu Jeannette Kabila dans les dossiers. Kabila n'avait jamais nommé un membre de sa famille. Jeannette n'a pas été citée dans les dossiers Panama Papers. Mais aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir de 3 milliards à 138 millions, 38 millions de dollars. C'est-à-dire, c'est un exploit. Et dans les 138 millions, c'est 43 millions. Dans les 43 millions, Kabila il n'est nulle part dans cette affaire. Donc, il y a une évolution. Vous ne trouverez jamais un dossier qui compromette Kabila dans ce pays. Ça, je lance un défi à quiconque. Donc, il s'est caché quand les faits. J'ai dit ceci, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Les Blancs eux-mêmes ont cherché avant vous. Ils ont cherché des dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais trouvé les dossiers contre Kabila. Si les Blancs, ou même la CPI, ou les institutions internationales avaient les pièces ou les preuves sur Kabila, on parlerait autre chose. Allez, India. Donc, il faut cesser cette manière-là de croire chaque fois que non, Kabila, et bon, même si je passe à la télévision aujourd'hui, je peux injurier, je peux diaboliser Kabila, il ne fera rien, il ne portera pas plainte, il ne fera... Mais attention, nous allons changer. Nous sommes en train de vivre maintenant un régime de conflit, un régime de règlement des comptes. Mais nous pouvons aussi réclamer nos droits, réclamer nos réparations par rapport au préjudice. India, merci d'être venu nous voir. Madame, messieurs, ça fait 1 heure, un peu plus d'ailleurs, qu'on fait cette émission. Je rappelle notre invité ce soir, c'était monsieur India Omari, cadre du PPRD. India, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais c'est âge, on a fait notre contribution à l'État. On a soumis nos propositions, on a dit que non, mais... la décision, elle sera l'État. Elle va être... Retrouvons-nous demain. Pour un autre numéro. On va regretter plus tard. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.